Well, thank you, Françoise, very much. Merci beaucoup, Françoise. J'aimerais comprendre le français, hein? Mais quoi qu'il en soit, pour ce soir, je vais m'exprimer en anglais, puisqu'il y a des interprètes pour vous traduire ce que je dis en français. Et à la fin, on repassera aux deux langues et il y aura de la traduction pour que nous puissions avoir un échange. L'objet de ma présentation aujourd'hui est de vous parler de la forme et du contenu. Et j'aimerais donc tout d'abord commencer par la définition de la forme. Alors, en anglais, la forme est définie de manière probablement analogue à la définition en français. On la définit tout d'abord comme une figure, une forme ou une apparence, et son deuxième sens est système, structure ou organisation. Mais pour ma part, j'y vois un troisième sens, une troisième acception, qui est celui de discipline. J'aimerais vous expliquer cela par un poème chinois qui remonte à la dynastie Tang. Je vois qu'il y a pas mal de visages chinois ici dans cette salle et c'est un poème que vous connaissez peut-être. C'est même pour le... Et je vous ai traduit le poème en anglais, moi-même, à droite, en 4 lignes. Et ces lignes vous donnent ce que j'ai pu traduire. Mais ce qu'on ne voit pas ici, c'est en fait, le problème, c'est qu'il y a certains caractères en chinois qui peuvent être vus différemment. Mais ils riment parce que c'est typique d'un poème classique et ça, je n'ai pas pu le retrouver. En fait, la rime se trouve sur la deuxième ligne. Et en fait, c'est une limite à ma traduction parce que c'est un poème qui, à mon sens, traduit bien cette discipline que j'entends dans quand je parle de forme. Et c'est ainsi que nous, en architecture, on pense à la forme. Ici, vous avez un dessin, un croquis de Miss Van der Rohe. Et la question que l'on se pose ici serait quelle est la forme et quelle est la discipline dans ce dessin? Ici aussi, vous avez un croquis de Philip Johnson. Et quand on essaye de comparer ces deux maisons, qu'elles ont en commun? C'est une question en fait de transparence. C'est cela qu'elles ont en commun. C'est une structure ouverte vers l'extérieur et vers l'intérieur à la fois, de sorte que ces maisons de verre ne peuvent pas avoir des salles, des chambres. En fait, sinon, ça serait un oxymore en anglais si on disait qu'il y avait des partitions dans une maison de verre. Alors, comment expliquer cette discipline dont je parle en quelques mots? J'ai essayé de faire ce croquis pour simplifier ce que j'ai expliqué en faisant un diagramme
Et j'ai ainsi fait ce diagramme de ce qui est pour moi une maison de verre. C'est un espace vide avec quasiment rien à l'intérieur. Et vous voyez cette case en pointillé à l'intérieur, qui est une petite zone qui elle-même n'est pas transparente. Et c'est en soi un obstacle à l'intérieur de la maison de verre. Donc cet espace pur et absolu est vraiment l'essence même d'une maison de verre. Donc c'est ce que l'on retrouve ici dans une maison de verre. C'est un espace architecturel. Alors, j'ai pensé que l'idée ou l'essence d'une pièce était intéressante. Une fois que je dessine une maison de verre comme cela, j'essaye de voir le verre comme la base de la maison, si vous voulez, le premier niveau. Et ensuite, on monte par l'escalier et c'est là que les personnes qui résident dans la maison ont plus se retrouvent beaucoup mieux pour avoir des espaces de spiritualité. Ils peuvent faire du yoga. Ici, vous la voyez en coupe. Vous voyez du verre, un sol de verre. Cette maison de verre est faite pour être dans un environnement urbain, de sorte que vous avez cette qualité, cette hauteur qui lui permet d'être dans l'environnement urbain. Et vous montez vers le ciel. Cette maison a été construite, voilà la maison. L'interprète vous prie de l'excuser, mais nous entendons très très mal ce qui se dit. Nous essayons de réparer le problème technique, mais je fais de mon mieux. Je vous prie de m'excuser. Donc là, vous la voyez de l'extérieur. Voilà maintenant l'intérieur. Vous voyez les sols en verre. Qui vous permettent d'avoir cette notion de pièce. A room or a wall is typically used. So I wasn't satisfied with a glass house of rooms. J'ai essayé de faire une partition en quart, si vous voulez. Ce ne sont pas des parois solides, des murs en dur, mais en fait, ce sont des doubles parois de verre avec du vide au milieu. Et cela donne de la transparence visuelle. So that oxymoron I talked about, in fact, could happen in reality.
And then the 4 rooms are Donc, vous that avez time, 4 the large pièces. one is Ici, the living room. une division. Little Vous smaller avez is a bedroom. une grande, Even une smaller is petite. Vous kitchen and avez the dining la room. And chambre then qui est encore smallest plus is, petite. a bathroom. So that's the final Donc, plan. ici, As you can vous see, voyez le plan the final. 4 rooms Vous voyez have become of que the ces same- 4 exactly the pièces same size ont and désormais shape la même taille exactement, and la même dimension. forme et la That's même something dimension. important I would C'est address, quelque chose d'important in a short while. et dont je So the parlerai dans un question instant. La question from étant, can a glass house est-ce qu'une maison de verre have rooms now becomes what's the difference euh, between a living room peut avoir des pièces séparées dans lesquelles on va se demander quelle est la différence entre le salon et la chambre, par exemple. and the house was completed recently. La maison a été terminée il y a peu. Je n'ai pas les dernières photos, malheureusement, mais à partir du rez-de-chaussée, quand vous levez la tête et que vous regardez les 4 pièces du haut, voilà ce que vous voyez. C'est comme un rayon de lumière parce que vous êtes ouvert sur le ciel. Alors, il n'y a pas dans cette croix de connotation religieuse. Si vous vous posez la question, ici, encore une fois, vous êtes au rez-de-chaussée et vous pouvez voir, en regardant vers le haut, le lien entre les 2 étages. Voilà, vous êtes au niveau du haut, vous êtes en haut, vous voyez les chambres, et autour de ces chambres, vous avez un jardin d'eau, en fait. Vous avez une espèce de cour avec des murs qui entourent ce pavillon de verre. C'est là une autre chose sur une maison de verre. En fait, quand je parle de maison de verre, on peut aussi avoir une maison de verre inversée, si vous voulez, tournée vers l'intérieur, puisqu'elle est protégée par ces murs. Dans une maison de verre, il y a toujours le problème de relation. Pour Johnson et Miss, on avait des colonnes et avec des murs porteurs qui étaient en béton. Et en fait, ici, on les a mis de manière à pouvoir avoir quelque chose de très pur et de très vitré tout autour. Et en fait, seuls les architectes vont s'intéresser à cette question de savoir comment faire un enclos de verre. Ici, vous voyez que j'ai un petit visiteur très jeune sur le site de construction. Cette maison a donc un avantage. Voilà l'extérieur maintenant. Ce que je voudrais vous montrer, et ce qui m'a paru très intéressant, c'est ce plan très discipliné, si vous me permettez de le dire ainsi. C'est-à-dire, quand on commence à dessiner ce plan divisé en 4 parties, vous avez tout à coup un style de vie qui va être différent. Et la discussion que j'ai eue avec l'équipe de construction a été comment, par exemple, recevoir un hôte dans cette maison. Ou si vous avez un invité qui veut utiliser les toilettes ou la salle de bain, on a un rideau
que l'on peut mettre tout autour pour se protéger. On a ces murs doux, si vous voulez. Autour de la chambre aussi, on a un rideau qui peut être tiré pour le côté privé, et c'est important. Mais en fait, ce mode de vie et ce qui me permet de définir le mot contenu en architecture, c'est-à-dire qu'on a des côtés, on a des mots qui sont très froids, très rationnels comme fonction, usage, programme. Mais moi, j'aime bien plutôt parler de la manière dont les gens vivent. Et quand je parle de contenu, c'est plutôt le mode de vie dans cette architecture. Ici, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est intéressant d'autant plus que je m'exprime à Paris et je montre souvent, et je la montre partout, cette image. Je pensais, en fait, faire les choses avec ce plan divisé en quartiers. Je pensais faire quelque chose de nouveau. Et à l'époque où j'ai commencé, je ne savais pas que ces diagrammes avaient été utilisés, et c'est ce que les Français appellent les parties. Et ces parties, cette partition existe depuis la fin du 18e, début du 19e. Ici, vous avez sur la colonne de gauche, non, pardon, la cinquième ligne à partir du haut, vous voyez ce plan qui attendait justement qu'un architecte s'en saisisse. En fait, l'architecte n'a pas besoin de réinventer la roue. Il lui suffit de trouver, de choisir une partie, un ensemble. Et quand vous jouez au Go, c'est un jeu que je connais bien. Quand vous jouez au Go, au jeu de Go, le premier mouvement ne vous demande pas une stratégie nouvelle à chaque fois. Il faut se souvenir de ce qu'on appelle le Ting Shi. Il faut les mémoriser, ces mouvements, et les reproduire. Et là, c'est pareil. Il faut mémoriser ces diagrammes. Je ne sais pas si les gens qui sont ici présents sont intéressés par John Redak, l'architecte américain. Lui, il est plutôt dans le style deuxième colonne, deuxième ligne. C'est ce qu'il appelle un programme à 9 degrés. Mais lui non plus ne l'a pas inventé. Il a juste décidé que cette partition était la bonne pour lui, cette partie. Et c'est ce qu'il applique dans ses stratégies. C'est très important pour moi de bien comprendre les formes architecturales comme étant une discipline, l'aspect discipline de la forme architecturale. Et c'est ainsi que l'architecture peut avoir une qualité spatiale très forte, très prégnante. Ici, j'ai dessiné des maisons, par exemple, avec des parties différentes. Alors là, par exemple, si vous regardez la première ligne, deuxième colonne, j'aime bien utiliser le mot triptyque pour parler de cela. En fait, un triptyque, c'est une peinture que vous pouvez diviser en trois ou refermer sur elle-même. Et là, c'est un petit peu ce que j'y vois. Ici, vous avez une étude de maison en triptyque avec des conditions topologiques particulières, de sorte que vous pouvez avoir une maison complète ou vous pouvez avoir une maison en deux parties.
Et si vous regardez la maison en bas à droite, elle a été dessinée à Beijing. On l'a appelée la maison éclatée. Et c'est une des variations de ce triptyque ou de cette partition, cette partie comme je l'appelle. Et il s'agit en fait non pas de se conformer à cette partition, mais de l'utiliser pour protéger et sauver des arbres et pour négocier la pente, de sorte que la cour intérieure est entourée par la topographie naturelle, par le terrain naturel et l'architecture. Ici, vous avez une autre maison dite triptyque qui est plus classique. Voilà à quoi elle ressemble de l'extérieur. Et une fois que vous rentrez, vous avez une cour. Vous vivez d'un côté, vous travaillez de l'autre. Vous devez toujours passer par cette cour, traverser cette cour pour aller de l'autre côté dans l'autre partie de votre habitation. Et le joli bâtiment incurvé derrière n'est pas un bâtiment de notre cabinet, mais c'est le bâtiment de Abro César, un architecte portugais. C'est un très joli projet. Et puis, à partir de ces plans avec que j'appelle des disciplines ou des partitions, on peut songer aux éléments de construction comme faisant partie d'une composition ou d'une organisation. Ici, vous voyez quelque chose qui sort du mur, n'est-ce pas? En fait, il s'agit du bout d'une poutre, de l'extrémité d'une poutre qui traverse l'ensemble de ce studio ou de cette maison. Vous la voyez ici. Et c'est quasiment comme si la poutre vivait dans la maison. Vous voyez aussi qu'on a des barres de renforcement, des barres d'armature qui font que l'artiste peut marcher sur cette poutre. Et elle fait tout à coup partie de la circulation et peut soutenir le mouvement d'un être humain. Ainsi, vous pouvez aussi suspendre vos œuvres depuis la poutre, sur la poutre. Ici, pour l'autre maison, on peut dire l'habitant doit vivre avec la poutre. Ici, il va devoir vivre avec ce toit inversé. En général, le toit est vers le haut. Là, il est à l'inverse et c'est un V renversé. Et donc, vous avez deux espaces ainsi délimités, dont l'un est un espace de travail, un studio, celui qui est très haut à gauche, et à droite, vous incluez une mezzanine qui va être l'espace de vie. Et ainsi, vous avez deux espaces délimités. Il s'agit d'une organisation spatiale. Alors, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, mais on est constamment conscient qu'il existe un autre côté. Là, ce sont des maisons studios dans Ningbo, qui est un petit village. Donc, avec ce projet de maison, j'espère vous avoir donné une idée de ce qui me paraît essentiel en tant que praticien, c'est-à-dire qu'il faut penser de manière architecturale à l'essence. Et ces partitions, cette partie m'aide considérablement.
avec ce plan divisé en 4, par exemple. Si vous tournez la croix par le centre de 45 degrés, vous vous retrouvez avec ce que vous avez au milieu. Ensuite, si vous en découpez la portion centrale pour ne pas avoir des pièces triangulaires, qu'avez-vous à ce moment-là? Vous avez une maison avec un patio, une cour intérieure. Voici le type de plan. Voilà, ça c'est une maison à Beijing. Et pour nos contemporains, on pense souvent qu'avoir une cour intérieure, c'est merveilleux. Mais en fait, ce n'est pas la maison la plus pratique qui soit parce que vous devez traverser la cour pour aller d'une pièce à l'autre. Et comme vous ouvrez, vous fermez les portes, vous risquez de perdre de l'énergie en hiver et de faire rentrer la chaleur en été. Nous avons donc réfléchi à la version contemporaine d'une maison avec cour intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un espace circulaire, une boucle d'espace qui est l'espace, la salle de vie, l'espace de vie. Et ainsi, l'ensemble du style de vie peut vraiment intégrer la cour intérieure. C'est-à-dire que le matin, vous allez commencer dans l'aile ouest parce que le soleil vient de l'est. Vous pouvez y prendre votre petit déjeuner. Puis vous allez vous déplacer vers le nord à l'heure du déjeuner. Et dans l'aile ouest, l'après-midi et le soir, vous avez l'endroit où vous avez la salle à manger pour recevoir vos amis. Et ainsi, vous allez pouvoir suivre le mouvement du soleil tout au long de la journée. C'est quelque chose qu'on avait imaginé pour ce client. C'était une famille avec des gens très jeunes qui avaient un père, une mère et les 3 enfants. Une famille de 3 enfants. Donc voilà le plan. Ici, vous avez l'extérieur de la maison. La façade, c'est une façade très discrète, très humble, comme vous le voyez. Mais une fois que vous vous retrouvez à l'intérieur, vous avez cette maison. Voilà à quoi elle ressemble. Avec les toits, les avant-toits qui descendent très bas. Mais s'il descendait davantage, en descendant ainsi, on donne à l'architecture une échelle beaucoup plus humaine. Puis vous avez ces grandes baies vitrées qui glissent et s'ouvrent pour ouvrir l'espace intérieur sur l'extérieur et qui sont très intégrés, donc avec ces baies vitrées coulissantes. Alors là, en fait, on se retrouve ainsi de nouveau avec ce plan en quart, mais aussi avec la maison de verre. On a les deux qui nous reviennent, un peu comme les maisons de Miss Van der Rohe ou de Philip Johnson, avec ce panorama de rideaux de verre qui n'est pas uniquement tourné vers l'extérieur, mais qui est au centre de la maison. En fait, c'est une maison de verre inversée, tournée vers l'intérieur. Et comme vous le voyez. Au-delà de la façade, lorsque l'on entre dans la maison, voilà l'entrée, puis par la suite, là, on tourne un peu sur le côté et on voit le patio. Donc le matin, la lumière rentre, bien entendu, dans l'aile occidentale. C'est là où se trouve la cuisine. Et puis toute la zone pour le petit déjeuner également. Puis en suivant le soleil, on voit que le soleil donc se lève, puis l'aile nord, où l'on a encore plus de lumière,
Puis l'on passe vers l'aile est. Et puis ensuite, le soir, bien entendu, on est dans la partie sud. Bien entendu, en tant qu'architecte, quel que soit le style de ville que l'on peut imaginer, il se peut qu'il n'englobe pas complètement la façon dont les personnes vont réellement vivre la maison, la façon dont nous l'avons dessinée. En fait, il s'avère que le jeune couple aime beaucoup vivre dans cette maison. Et les personnes qui vraiment en profitent merveilleusement et qui s'amusent énormément, ce sont les deux petits garçons. Ils adorent courir autour du patio, en fait, de la cour intérieure et puis de cet enclos de verre en hurlant, en criant. Et ils s'amusent énormément. Et j'ai pris cette photo et vous pouvez voir effectivement que maintenant, c'est désormais leur maison. Ce n'est pas simplement la maison de verre, c'est leur maison et leurs parents sont en train de se préparer pour recevoir des amis. En fait, c'est nous, les architectes, ici. Et les enfants courent, se poursuivent dans toute la maison. Et voilà un petit détail, parce que là, nous utilisons l'acier comme structure. Et puis, nous avons des exigences en matière de conservation à Beijing. Donc, les tuiles traditionnelles posent des problèmes. Et c'est très intéressant de voir que finalement, même pour nous, et des petits détails comme cela s'intègrent bien dans l'architecture. Pour moi, c'est vraiment très inspirant parce que nous n'avions jamais imaginé pouvoir construire quelque chose de semblable. Peut-être que cela ouvre sur d'autres idées, des idées plus traditionnelles, avec des matériaux beaucoup plus traditionnels, en fait, et de l'artisanat, que l'on aurait marié avec des éléments plus contemporains. Mais voyez-vous, j'ai parlé de la façon dont les parties françaises, l'architecture classique, qui a été appliquée dans un environnement chinois traditionnel, c'est ce que l'on appelle une maison en boucle. Et ce qui était intéressant pour moi ici, c'est que cette notion qui consiste à comprendre le souhait d'une architecture à partir d'un simple diagramme, d'un simple dessin, peut représenter bien plus qu'un simple plan. Et dans ce cas-ci, c'est un musée que nous avons dessiné, que nous avons projeté pour le premier peintre abstrait chinois qui s'appelle Wu Ta-yu, qui est venu à Paris pour étudier. Et il est rentré en Chine, tout d'abord pour enseigner à Hangzhou. C'est l'Académie chinoise des arts désormais. Et puis, au début des années 50, 1950, il est revenu dans sa région à Shanghai, qui était sa région d'origine. Et il vivait dans une soupente d'environ de 10 mètres carrés jusqu'à ce qu'il disparaisse, qu'il meure en 1988. Voilà une de ses peintures ici. C'est toujours abstrait au point où, lors d'une exposition, quelqu'un a regardé une de ses peintures et lorsque tout d'un cette personne s'est rendue compte et a voulu le toucher, on lui a dit non, 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 de le toucher. Je ne sais pas laquelle c'est, mais bon, voilà. Et c'est différentes façons de penser réellement, notamment pour cet artiste. Et il a également écrit différents articles. Si vous pouvez lire les caractères chinois, ça sera fantastique. Et sinon, vous avez la traduction anglaise que j'en ai faite, qui n'est pas si mauvaise. Je suis assez content. Donc, la poésie de Wu Tai
de prime abord pourrait sembler très classique. En fait, ce sont 7 mots pour chaque vers, mais en fait, ce n'est pas du tout une forme classique de poème. Ici, il a adopté une forme classique, mais l'a remplie d'une sorte de perception extrêmement intéressante, comme vous pouvez le voir ici, comment une personne, ou la personne plus exactement, c'est-à-dire lui-même, bien entendu, pouvait se déplacer dans une architecture, bien qu'il n'ait jamais utilisé le terme d'architecture. Il parle du rapport entre l'ombre et la figure, le temps et l'espace, le son qui ne laisse aucune trace, et puis la contradiction de l'obscurité de la lumière. Et donc, il décrit ses propres mouvements. Donc pour moi, ici, c'était très, très important de découvrir ce poème de l'artiste. Et cela nous rappelle réellement que, en tant qu'architecte, pourquoi ne pouvons-nous pas dessiner le temps? Ce sont vraiment, je sens les limites de mes petits dessins, de mes petites esquisses, mais avant de cesser de le faire, j'ai à nouveau dessiné, et l'un, c'est le temps à l'est, oriental, et l'autre, c'est le temps, évidemment, à l'ouest, le temps occidental. Donc, nous avons le philosophe français François Droulien, un philosophe contemporain très, très brillant. Je le paraphrase parce que je ne sais pas exactement quels sont les termes qu'il a utilisés, mais disons que l'idée, c'est que pour l'idée occidentale du temps, c'est un petit peu ce qui représente au-dessus. C'est-à-dire que l'idée de l'observateur, c'est au-dessus du temps et qui regarde sur le temps. Il y a un début et il y a une fin. Et puis, le temps se déplace dans un sens, comme une rue avec un sens unique. Et puis, le temps peut être divisé de façon égale et de façon incrémentale. C'est-à-dire que si on a une montre, c'est un petit peu comme l'aiguille des secondes qui va se déplacer de façon régulière et en avançant, bien sûr, donc de façon incrémentale. Donc, il y a une sorte d'idée rationnelle à l'ouest. Concernant cette notion du temps à l'occidental. Mais pour le temps chinois, l'observateur se trouve à l'intérieur du temps. Et étant donné que l'on est dans le temps, on ne sait bien pas où est-ce qu'il a commencé, ni où est-ce qu'il pourrait terminer. Il n'y a donc ni début ni fin, mais non seulement on se déplace vers le temps, mais le temps également se déplace vers vous. Donc, ce temps objectif, ou plus exactement subjectif, excusez-moi, se reprend M. Chang, est très intéressant parce que cela propose en fait une opportunité de dessin, n'est-ce pas, de créativité, cette idée du temps. Donc le temps occidental est rationnel, et il est mesurable, il est objectif, et il ne peut être en aucun cas dessiné, tandis que le temps subjectif de l'Orient, de la Chine, c'est quelque chose qui peut être dessiné, tel que ce pont, ce petit pont n'est pas un dessin tout à fait unique, mais c'est quelque chose, disons que c'est une idée, c'est un dessin tout à fait classique, traditionnel, dans l'ordre des jardins chinois. Donc c'est une forme assez raisonnable avec ce zigzag.
ce qui attire l'œil, n'est-ce pas? Visuellement, c'est assez intéressant. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus important de comprendre, lorsque l'on traverse l'eau avec plus d'étapes, plus de marches, on passe plus de temps sur le pont, c'est-à-dire qu'en fait, on va ressentir l'espace et de ce fait, la frontière est plus importante. C'est une sorte de jeu ou c'est une sorte de truc que l'on pourrait imaginer parce que beaucoup de ces jardins très académiques que l'on peut voir contiennent cette espèce de contexte urbain. Ils veulent toujours le dessiner de façon à ce que le jardin donne l'impression d'être beaucoup plus vaste qu'il ne l'est, puisqu'il est dans les limites de l'urbanité. Donc, Woodway et son poème, beaucoup plus directement, son art, sa peinture, ils font référence, et bien entendu, les jardins traditionnels nous parlent d'un espace, d'un lieu où nous pensions pouvoir dessiner, c'est-à-dire en faisant la tentative de dessiner le temps. Ce que nous avons fait ici, c'est très simple, parce que pour la jeune génération d'architectes, je peux comprendre parfaitement que si on n'est pas complètement intéressé par la Renaissance avec une perspective à un point, mais en revanche pour moi, parce que j'ai encore appris à utiliser mes mains, à construire sur une feuille de papier, à réaliser ces perspectives, c'est-à-dire que ces perspectives avec le point de fuite, qui sont les perspectives les plus simples, même parfois signifient énormément. J'ai le sentiment que réellement, je le comprends. Donc, j'utilise cela comme une analogie à l'égard du temps chinois, à la chinois. Et puis, j'ai organisé ce musée d'art pour cet artiste avec des sortes de quartiers qui sont particuliers. Ce sont des espaces qui apparaissent dans le plan parfois et parfois plus dans les sections ou dans d'autres dimensions. C'est la ville de Wuzhou, dans la province de Zhejiang. Voilà, c'est une idée très semblable à... Ça la rappelle un peu le pont en zigzag. C'est le même mur, en fait, à gauche que l'on voit. C'est un mur qui semble être encore plus long en raison de la perspective exagérée, en fait. Et d'autre part, la perspective se voit réduite par l'accumulation. Donc, elle semble plus courte ici. Je vais vous le montrer ici. Vous voyez cet espace en quartier dans une direction. On a l'impression donc que c'est un espace beaucoup plus profond et il est différent de l'autre partie. Donc, ce qui m'a intéressé ici, en fait, c'était de cesser d'utiliser les parties particulièrement simples dont j'avais commencé à parler au début de ma présentation, mais penser à des espaces beaucoup plus comme des prototypes et construire peut-être un bâtiment, une expérience de temps et d'espace plus riche dans son contenu, ou en tout cas dans le contenu architectural. Parce que, en fin de compte, je ne crois pas que nous puissions réellement mesurer soit le temps, soit l'espace. Donc, la mesurabilité est beaucoup moins certaine que ce que l'on peut vérifier avec, je ne sais pas moi, avec une corde ou avec
1 mètre, mais le paysage est laissé très simple. Ici, même l'intérieur a été laissé de façon incomplète pour des raisons extrêmement compliquées. Je ne vais pas m'y étendre, je ne vais pas l'expliquer parce que je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce point. Mais ici, vous pouvez voir comme les formes essentielles. C'est ainsi que nous l'avons imaginé. Voilà nos étudiants, nous l'avons placé là pour montrer un petit peu comme s'il était un peu l'artiste. Et là, nous avons une sorte de petite fontaine qui attend un peu son eau, que son eau coule. Différentes façons ici, parfois, d'inviter les personnes à s'enfermer et parfois, au contraire, se rapprocher de la circulation. Donc, tous ces espaces dont j'ai parlé veulent créer un échange, parfois un échange entre les personnes qui viennent passer du temps dans cet espace du musée d'art. C'est la relation de l'espace et du temps. Donc, ces espaces sont une transition à partir d'un espace de transition et cela devient réellement très important, un composant très important de toute l'expérience ici que l'on voit. Là, vous voyez les espaces intérieurs. Et c'est une invitation, en fait, à se perdre. Vous avez des espaces triangulaires, des espaces arrondis. Ici, vous voyez l'intérieur, l'espace intérieur qui est en forme de cône, qui est en biais. Et ici, vous avez encore un espace vide et translucide, peu profond et translucide. Ici, vous avez une maison de thé, un espace de réception. Tout cela en béton. Là, vous avez une maison d'invités pour l'artiste. L'idée est que cette expérience du temps et de l'espace dont j'ai parlé, elle n'était pas dans le briefing du design demandé par le client. Ça ne faisait pas partie des spécifications, mais nous avons compris que l'expérience spatiale et temporelle se déroulerait dans cet espace et ferait autant partie du contenu qu'une chambre ou une salle de bain. Nous avons, en tant qu'architectes, pris l'initiative de travailler quelque chose qui ne nous avait pas forcément été communiqué par le client au départ. À l'occasion, nous essayons de faire encore davantage, d'aller plus loin et d'imaginer comment comment le client a choisi l'espace, l'endroit, le lieu. Par exemple, dans ce cas, vous êtes ici dans la ville de Jishou, qui est la capitale de la région du Jiangxi, qui est l'ouest de la province du Hunan. Et la municipalité nous a demandé de concevoir un musée d'art pour cette ville et nous a donné un terrain dans la zone qui était nouvellement développée. Alors,
Ce sont des terres aplaties, arasées, avec des gros blocs, pas d'arbres, ils ont fait table rase. Et souvent, les architectes se retrouvent en train de concevoir un projet dans ce type d'environnement. Et ce qui m'a intéressé en l'occurrence, c'était le lieu de ce musée, qui était éloigné du lieu de vie des habitants. Je me suis dit qu'il fallait donc rapprocher l'art des habitants et des gens qui vivaient dans la ville de Chisho. Donc, on a décidé de mettre ce musée d'art au centre même de la vieille ville. Et le client a accepté cette idée et ensemble, nous avons découvert que le centre même de la ville était délimité par une rivière et on a donc opté pour un endroit qui permettrait à ce musée d'être un pont. Et là, bien entendu, c'est un pont couvert que l'on a construit et qui est à la fois un musée et une passerelle. Et ce n'est pas un musée qui est un objet qui se trouve ainsi posé dans la ville, mais au contraire, il sert de lien qui s'intègre dans le tissage même de la ville. Ici, vous avez un pont couvert traditionnel chinois. Il est très important d'apprendre ce que se contient un pont couvert est très différent d'une passerelle traditionnelle. Vous pourrez penser que la forme d'origine est très spectaculaire, je suis d'accord avec vous, mais très souvent, ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, une passerelle couverte est un peu comme un square, une place centrale d'une ville avec un toit où les gens vont se réunir pour jouer aux échecs, ils vont venir y jouer. Et en fait, ça peut être un des espaces publics les plus vivants dans les villes traditionnelles. Nous avons donc essayé que notre musée pont devienne aussi ce type d'espace public pour la population de cette ville. Voilà la conception. En bas, vous avez un pont d'acier. Cet acier a été défini par la municipalité parce que c'est une zone qui est inondée chaque année. Et il était donc important d'avoir ce type, de prévoir ce type de crues. Donc, on avait prévu des crues qui se reproduisent tous les 50 ans, mais en fait, pour cela et pour prévoir des crues centenaires et les laisser passer, on s'est dit qu'il fallait un tablier de pont en acier. Et ainsi, on a décidé de prévoir et d'avoir un pont qui serait sécurisé par rapport aux inondations. Et par-dessus, vous avez ce pont de béton. Et entre les deux, vous avez la zone d'exposition. Donc là, vous avez la passerelle. C'est comme un dessin, si vous voulez, à 3 niveaux. On voulait s'assurer que les gens verraient de l'art toujours. Raison pour laquelle, quand vous traversez la passerelle, vous avez des baies, vous avez un toit de verre
au-dessus de vous qui vous permet d'avoir une vision sur le musée d'art, de sorte que vous allez avoir de plus en plus envie de rentrer dans le musée pour aller voir ce qui s'y passe. Et c'est à cela que servent les fenêtres et les plafonds de verre. Ici, vous voyez les gens se reposer sur le pont. Là, vous avez la salle d'exposition avec des expos d'artistes locaux. Là, vous avez la galerie de peinture, enfin d'exposition des peintres locaux. Et comme il s'agit d'un pont, le musée a 2 entrées. D'un côté, vous pouvez entrer, vous montez l'escalier, vous rentrez dans la salle où sont exposés les tableaux, puis vous arrivez dans la grande salle d'exposition. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait partir de la forme, puis réfléchir au contenu de cette forme. Mais souvent, un projet pour nous est en fait basé sur la conception du contenu dès le départ. Ici, il s'agit d'un concours pour l'Académie des Arts de Hangzhou. C'est un nouveau district à Leanzhou. Et nous avons été un des 3 finalistes de ce concours. Et le président de cette université artistique a demandé à 3 architectes qui étaient aussi enseignants ou avaient été des enseignants de réfléchir à un système éducatif pour l'école. Et voilà ce que notre cabinet a produit. Alors, il n'est pas nécessaire d'essayer de déchiffrer l'ensemble du dessin, mais comme c'est une école d'art, chaque étudiant doit pouvoir apprendre à utiliser ses mains pour toujours faire et penser en parallèle, dans le même temps. Comme l'architecture est une discipline qui permet aux étudiants d'apprendre à intégrer différents savoirs, à les réunir et à utiliser leurs mains et à penser dans l'espace, nous voulions que chaque étudiant considère l'architecture comme faisant partie de l'éducation générale. Et notre recherche et notre équipe, bien sûr, est basée sur la recherche et la pratique, de sorte qu'on a une équipe d'étudiants qui a travaillé sur le programme de recherche en même temps pour acquérir un savoir. Et puis, on a prévu des espaces de vie pour les étudiants au-dessus des espaces d'enseignement, parce que c'est ainsi qu'une vie d'études peut être totalement intégrée. Donc, à minuit, vous avez tout à coup une idée, vous voulez travailler, vous n'avez plus qu'à redescendre et aller travailler dessus dans votre studio. Et dans la journée, en revanche, si vous êtes fatigué, vous pouvez monter et aller vous reposer. Donc, c'est ainsi qu'on a imaginé les choses. Et dans les dortoirs, les étudiants peuvent avoir des cours qui sont sur leur hobby, si vous voulez. Ce sont des cours donnés par d'autres étudiants et des cours qui ne sont pas proposés par la faculté en elle-même. En fait, c'était un programme éducatif. Je ne pensais pas que l'école le prendrait sérieusement. Et je leur ai aussi dit qu'il fallait abolir tous les départements. Et
c'était un campus avec une unité d'enseignement et ils l'ont fait, ils se sont débarrassés des départements, si vous voulez. Ici, vous voyez le plan cadre, vous voyez ces éléments couverts par ce pavage de studios. Et là, sur cette coupe, vous voyez les studios d'un côté à l'autre et vous voyez les logements des étudiants au-dessus. Donc, ça, c'est la première étape. Et ici, vous voyez un hall et vous voyez la perspective. Et vous voyez que la perspective va vers l'infini, ou c'est l'impression que l'on a. Ici, vous avez une baie typique. Ici, c'est vu de l'extérieur. Vu de l'extérieur, vous avez cette projection, vous avez l'espace extérieur, les cours, et puis vous avez un autre projet. Nous avons commencé à réfléchir plus précisément à la manière dont nous, en tant qu'architectes, on pouvait servir les gens pour lesquels nous concevons les bâtiments. Nous avons donc dessiné des vêtements qui n'ont pas été produits, mais on s'est imaginé qu'ils permettraient de se déplacer de cette manière. Et à l'heure actuelle, on utilise beaucoup de skateboard. Les jeunes font beaucoup de skateboard, que ce soit les garçons ou les filles. Voilà ici dans la résidence étudiante, beaucoup d'espaces collectifs, des espaces communs pour qu'ils fassent ce qu'ils aient envie. C'est tout ça, c'est l'idée. Et puis, leur hobby, il y en a ici, ça c'est l'un des premiers, c'est un archer. Comme vous voyez, c'est un club d'archers. Tous les étudiants doivent suivre un cours d'architecture et au cours d'un semestre, ce qu'ils apprennent, c'est à dessiner comment vivre et étudier sur le campus de façon ils font des maquettes et ainsi ils comprennent mieux l'espace. Vous voyez les espaces d'enseignement. On pourrait avoir des cours plus classiques, plus traditionnels, et puis après, ils peuvent produire leurs travaux, faire des expositions, et tout cela dans les mêmes espaces. Et ils peuvent faire également des expositions beaucoup plus formelles. Il y a également les espaces de repas qui sont également proches des espaces d'enseignement et de travail, et puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme par exemple jouer au badminton. Il y a aussi des pièces de théâtre où on peut également visionner des films. Et puis à l'extérieur, il y a toujours des lieux où les étudiants ou les enseignants peuvent fumer leurs cigarettes, se reposer, papoter. Et ici, c'est en fait une résidence étudiante. En fait, il est complètement connecté avec les espaces de travail, les studios, comme on les appelle, de façon à ce que ceux-ci envahissent en fait réellement les espaces les résidences pour dormir. Disons que les logements sont si proches que des espaces d'enseignement que maintenant, avec les premiers cours du matin qui commencent à 8h30, les étudiants en général peuvent arriver peuvent se réveiller à 8h15 s'ils le souhaitent. Certains ne prennent même pas le temps de prendre leur petit déjeuner ou ça leur est égal. Ou d'autres
En revanche, je préfère prendre quelque chose avant de commencer. Donc, il y a des petits stands pour grignoter quelque chose un peu partout, de façon à ce qu'ils puissent commander, par exemple, leur petit déjeuner, de façon à pouvoir le prendre avec eux et l'emmener dans la salle de cours. So anyway, you get an idea of how work and study. Cela donne un peu une idée comment on peut vivre, travailler, étudier en même temps dans un même espace. Tout cela est entrelacé et cela crée peut-être quelques problèmes pour les architectes. Donc, par exemple, de comment aborder la question par exemple, du lavage du linge, de lingerie, comment en Chine, réellement, on utilise évidemment les machines à laver, les sèche-linges. Donc, vous voyez ici, peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte ici, puisque vous êtes de loin, vous le voyez loin, mais voilà, cela se passe dans l'espace un peu intermédiaire. C'est là où se trouvent tous les espaces de lingerie. Et puis ensuite, il y a plus d'activités pour les étudiantes. Un design interactif. Et là, où l'on peut dessiner, vous voyez, cela marque comme une ligne, et puis on a des espaces de projection. Et voilà, c'est le meilleur ici. Peut-être que l'on ne s'en est pas encore rendu compte. Ce sont les balcons. On voit toujours ce qui se passe. Il y a toujours quelque chose qui est en train de se produire. Ça suffit. Voilà, c'est tout ça, c'est tout le projet que l'on a fait. Voilà, eh bien, quand il sera terminé, le campus sera complètement terminé avec une bibliothèque au centre et puis des espaces d'exposition, comme vous pouvez le voir sur la droite. Donc, le projet final que j'ai plaisir à vous présenter, vous voyez immédiatement ici, c'est un projet ici, à Paris. En 2017, il y a eu un concours. Et on pouvait donc participer. Il y avait une équipe française et une équipe chinoise. Enfin, on pouvait être associés nous-mêmes à une équipe française. Nous nous sommes associés au bureau CAAU. Et nous nous sommes présentés au concours. Ici, les grands drapeaux montrent où se trouve la maison de la Chine, donc c'est la Cité internationale. Je suis sûre que beaucoup de personnes ici qui sont intéressées par l'architecture sont allées voir la maison de la Suisse, la maison du Brésil, qui sont exactement en face de cela. Au mois de mai 1930, c'est probablement les premiers étudiants chinois qui se sont venus en France pour étudier l'architecture ici en France avec ce projet qui a été dessiné. Et donc ici, pour la Cité internationale, il y a eu un projet chinois, a été réalisé par un architecte chinois qui s'appelle Li Pinli. Et à l'époque, lorsque cet architecte chinois a fait ce projet, réellement, il a été largement reconnu au sein de son université. Et également, cela a inspiré bien des étudiants chinois ainsi que des universitaires et de même que des Français qui ont été extrêmement intéressés par la culture chinoise, de façon à imaginer la réalisation de ce projet.
à la cité universitaire internationale, enfin la cité internationale. Et comme malheureusement la Deuxième Guerre mondiale s'étant déclarée, le projet ne s'est jamais fait. Et puis, au cours de ces dernières années, avec le concours, le projet a été relancé. Ouais, au début, j'ai commencé à penser vraiment au logement parce qu'il s'agitait vraiment de l'espace de vie. Et à la différence de la proposition de Lee Peng-Lee, qui est vraiment très monumentale, très classique comme architecture. Donc, j'ai envisagé, j'ai fait quelques petits dessins ici, mais très rapidement, nous avons abandonné cette idée-là parce que il y a deux choses, en fait. Nous avons pensé qui était très importante pour une résidence universitaire. Il fallait que nous concentrions notre attention, d'une part, sur une forme ou ce qu'on appelle une partition. Et il y a plusieurs types de bâtiments, par exemple les résidences ou des hôtels. Prendre un parti architectural réellement, mais qui s'ajouterait, c'est-à-dire répéter, multiplier. Et donc, cela crée une forme spécifique et à la fois tout à fait limitée. Et là, c'est un premier point. Ici, une forme d'unité qui s'agrègent les unes aux autres. Et là, il y a une autre idée, c'est l'idée de Le Corbusier. Ce n'est pas de voir à quoi ressemble la maison de la Suisse, qui est si moderne, mais plutôt dans quelle mesure sa pensée était extrêmement moderne quant à sa façon d'imaginer que les étudiants vivraient dans cet espace. Donc, il y a simplement 45 chambres et toutes sont orientées vers le paysage, alors que le couloir est de l'autre côté, avec également énormément de lumière. Donc, c'est un corridor qui ne dessert que d'un côté, en fait. Voilà cette forme pour ces projets. Et cela nous a donné une idée de départ pour ce projet. Donc, voilà, j'ai commencé à refaire des dessins, donc vous pouvez l'imaginer. Donc, de façon à ce que le bâtiment s'enroule autour d'un jardin, mais également d'un corridor central, de façon à ne pas faire seulement 45 chambres, mais plutôt 300 chambres là, pour cette résidence. Et puis, cela m'a rappelé également ces bâtiments circulaires, bien que du point de vue géométrique, ils sont très différents, mais l'idée est très semblable à celle-là. Donc ici, plus de dessins. Et voilà, ici, nous avons le projet finalisé. Ici, c'est une photographie d'un modèle. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la forme du site est assez étrange. J'ai compris un petit peu l'idée. Je pense que le plan directeur permettait de parvenir à une relation imbriquée entre les différentes maisons. Mais en réalité, parce que c'est très difficile de réaliser les maisons ici de façon à ce qu'elles se connectent littéralement. Donc, en fait, cela plutôt une structure qui est là par elle-même. Mais néanmoins, ce qui était important pour nous ici, c'est d'avoir un bâtiment qui sorte de terre et puis attire vers lui également le paysage, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement très différent de celle de la maison suisse du Corbusier. Voilà le plan. L'espace vaste que l'on voit au centre, c'est une sorte de salle de concert. Et puis dans les niveaux supérieurs, vous voyez donc les logements étudiants tout à fait typiques
qui sont agrégés dans ce bâtiment avec cette forme, voilà, avec le jardin en son centre. Voilà un des modèles que l'on a étudié. Voilà une photographie que nous avons prise ce matin. La côté nord, sur la partie arrière, et bien entendu, ce sont les boulevards des Maréchaux qui ont beaucoup de trafic. Et le matériau que nous avons utilisé pour exprimer ou pour rendre un hommage à l'architecture chinoise traditionnelle de notre génération d'architectes chinois, nous avons utilisé des briques. Et puis, nous avons appliqué différents détails empruntés à l'architecture et à l'artisanat chinois traditionnel. Ça, c'est une forme de pagode. Là, c'est un mur perforé que l'on peut voir dans l'architecture ancienne. Et voilà le mur tel qu'on le présente pour la partie nord. Donc, ce détail ici, sur la partie supérieure, au dernier étage, est tiré de cela. En chinois, on appelle ça diesel. Je ne sais pas du tout comment le traduire, mais enfin, quoi qu'il en soit, cela permet de faire le porte-à-faux avec les briques. Ici, nous avons le côté sud, également le porte-à-faux avec les briques et puis les couloirs. Vous voyez, il manque encore des pièces, bien entendu, parce que ce n'est pas terminé. Mais ensuite, nous avons le jardin sur le toit. Pour ceux qui ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire à Paris, vous voyez, il y a un beau projet qui est en cours de réalisation. C'est un projet qui avait été envisagé par le président Sarkozy. Et lui, à son équipe, avait exigé dans ce plan directeur pour le Grand Paris que les nouveaux bâtiments aient un toit végétalisé. Donc, cela fait partie effectivement des exigences désormais du nouveau PLU. Voilà, c'est un des avantages d'être sur le toit végétalisé. C'est voilà tout ce qu'on peut voir. Effectivement, c'est une plus grande... Là, on voit au fond la tour Eiffel. Eh bien, là, j'en viens de terminer. J'espère que vous comprenez comment le contenu et la forme sont importants. J'ai commencé à parler de la façon dont la forme vraiment devient plus importante, comment c'est important ici. Et là, je ne pense pas, je ne crois pas que l'architecture soit en train de mourir, bien au contraire, parce qu'il y a tant de choses à faire dans l'architecture que nous, en tant qu'architectes, nous pourrions être même plus proactifs et nous pourrions même apporter une contribution encore plus importante à la société. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup.